Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du 7-8 Culture et tout de suite le sommaire de ce mardi 4 juin. Une passion qui l'a emmené au Canada, l'Yvelinois Ecclésiaste Lombard rêve de cinéma et a déjà produit 2 films. Le dernier sera projeté à Paris à la fin de la semaine. Le temps d'un après-midi, le Théâtre Montansier est devenu un studio radio. Le journaliste Franck Ferrand a enregistré en public plusieurs émissions autour de la ville de Versailles. Et partez pour un voyage dans le temps au château de Breteuil, à l'époque de Henri de Breteuil, le 8e marquis de la famille. Les costumes et tenues seront de sortie. On commence avec du cinéma. Samedi se tenait le 8e festival Les Clés du cinéma, une après-midi de projection autour de courts-métrages. Pour cette nouvelle édition, une quinzaine de films étaient projetés. Marilène Yapichino s'est glissée parmi les spectateurs. Un retour pour certains. Guillaume Leville est sélectionné pour la 2e fois. Il présentait Arthur Rimbaud, inspiré de son enfance sur l'île de la Réunion. Une histoire d'amitié entre un poète de la rue et d'un petit garçon. Les enfants, ils ont un naturel et une candeur auquel on n'est pas forcément habitué parce qu'on a l'habitude de travailler avec de l'ego. C'est-à-dire nous, on est plein d'ego, là, les adultes. Les enfants, un peu moins, pas tout de suite. Ils ont 8 ans dans le film, ils étaient comédiens de 8 ans. Les Clés du cinéma ont à nouveau fait le plein. Près de 200 spectateurs ont répondu présents pour cette nouvelle édition. Lancé en 2012, le festival accueille des réalisateurs locaux de l'Hexagone et internationaux. On demande aux gens qui ont des films qui sont de catégorie fiction, animation, clip ou film autre, sauf documentaire, qui posent de candidature. On a un jury de présélection qui en ligne note les films. Donc ça nous fait une présélection qu'on propose à la ville des Clés qui valide la sélection et qui organise la suite. Pour cette 8e édition, 13 films étaient en compétition. 6 prix ont été remis à l'issue des 3 heures de projection. Et le premier prix du jury a été attribué à Déborah Hassoun pour Ne demande pas ton chemin. C'est l'histoire d'Inès, 31 ans, qui souhaite quitter son psy. Et devant l'ampleur de la tâche, elle décide de se faire aider par un autre psy. Extrait. Dès la première séance, j'aurais dû me douter que ça ne fonctionnerait pas. Il m'a demandé si je voulais m'allonger ou m'asseoir. J'ai pris le divan, mais je savais pas vraiment. C'est l'image qui me plaisait, mais j'ai mal au dos à l'horizontale. Et j'arrive pas à lui dire. Les mots sortent pas. Quand on n'arrive plus à parler à son psy, mieux vaut arrêter, non? C'est bizarre quand même. Avec tout ce que je lui ai raconté, avec toutes mes névroses, je lui ai tellement parlé. Mais là, ça sort pas. Après le roman, le film, Xavier Seigneau a adapté son 6e ouvrage pour le cinéma. Dans Némésis, on suit Jacques Meyer, un jeune homme qui se réveille à l'hôpital avec une amnésie partielle. Un jeune homme en quête obsessionnelle de justice dans Mété, une ville gangrénée. Le film sera projeté à Fontenay-le-Fleury le 11 juin prochain et un extrait de la bande-annonce. Ce pseudo-justicier n'a aucune légitimité pour faire la loi ou appliquer la justice. Je pense effectivement qu'il est très dangereux pour la société et spécialement pour la jeunesse. Plus dangereux que ceux qu'il combat dans ses vidéos? Oui, la population a peur et on la comprend. La légitimité pour appliquer la Le loi nombre de commerces dévalidés et dans débarrasser la société de ses problèmes. Et ce délinquant est un véritable problème. L'éradiquer aussi. Xavier Seigneau était d'ailleurs l'invité du journal de Grégory Canalé ce mardi 4 juin. Son interview est à retrouver sur notre site internet tv78.com. On continue avec du cinéma, avec nos invités. Une touche de Bad Boys, un soupçon de flics de Beverly Hills. Les influences qui ont mené à Welcome to Montréal, la dernière production et le dernier scénario de l'Yvelinois Ecclésiaste Lombard. Il est avec nous en plateau, accompagné de 3 autres membres de l'équipe du film. Jason Caro-Hamel, vous êtes le réalisateur. Andrea Pernichkova et Daniel Potvin, vous êtes comédiens. Bonjour à tous les 4. Bonjour. Alors, Ecclésiaste Lombard, déjà vers vous, comment est née l'idée du film? Alors, l'idée du film m'est venue officiellement en 2013, après avoir fait quelques apparitions dans des émissions télévisées qui ont fait de moi un petit personnage comique, et beaucoup de membres de ma famille, de l'entourage, m'ont poussé à faire une comédie policière, vu mon personnage un peu comique dans la vraie vie. Donc, je me suis orienté vraiment dans un genre qui réunit
qui rassemble, qui fait rire tout le monde, qui est la comédie policière. Justement, la comédie policière, on l'aura compris avec les tenues de deux d'entre vous. Exactement. Alors, Welcome to Montréal, c'est une comédie policière qui raconte l'histoire de Désiré Barrault Mutanzila, c'est vous-même, C'est moi-même. agent de la BAC parisienne qui est recruté par le service de police de Montréal. Comment on en vient à jouer avec deux mondes complètement différents? Alors, en fait, c'est dans le cadre d'une collaboration entre les polices francophones. Il faut savoir qu'il existe ce qu'on appelle Francopol. C'est en fait, c'est un comité d'échange entre les polices francophones. Et puis, il y a un petit mélange de fiction, bien évidemment. C'est de là m'est venue cette idée de pouvoir mettre un petit peu une touche de réalité, mais aussi un peu de fiction pour vraiment faire intéresser les spectateurs. Et avant de continuer, on regarde un extrait de la bande-annonce. Agent Désiré Barrault, Mutanzila. Un nouveau partner. Bienvenue dans notre équipe. Mais qui t'a donné la permission de stopper la musique? La gang à Diallo sont des vrais criminels, sont en train de terroriser nos commerçants ici à Montréal. Amigo, ça se paye la protection. Regarde-moi bien. Tu renverses un autre verre sur moi, je fais éclater ta cervelle. Donc, il faut qu'on les arrête. L'opération de ce soir s'appelle Opération Commando Force d'Action. Le général est pas là. J'ai une meilleure idée. Nous avons arrêté un suspect ce matin. Il nous a même révélé le nom de la femme du général Diallo. Mialo! Ah, maman, comment tu vas? Et Jen Caro Hamel, vous en signez donc la réalisation. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce projet? À la base, c'est notre deuxième projet ensemble. Fait que c'est sûr que pour celui, on se connaissait déjà. Un deuxième scénario, j'ai dit pourquoi pas encore, puis je le trouve assez intéressant, une comédie policière avec beaucoup de personnes, c'est un beau petit défi comme projet comparativement au premier. Mais j'ai embarqué dans le deuxième parce que Ecclésias, c'est ça, une confiance, puis ils travaillent bien, ça travaille bien ensemble, on se communique bien. Là, fait que... J'imagine un tournage un peu survolté, ou alors est-ce que dans une comédie, au contraire, il faut être super sérieux pour éviter que ça parte dans tous les sens? En fait, je suis le réalisateur. Fait que c'est sûr que je dois garder mon sérieux. Il faut qu'on rentre dans les temps. Faut être un peu en discipline. C'est sûr qu'il y a des journées où les gens le savaient. Mais j'ai une tactique d'être gentil, mais avec un peu de discipline. Mais malgré que quand c'est le temps, on déconne, on s'amuse. Mais sinon, pour ça, j'ai-tu raison? Oui, effectivement. Très bon réalisateur. Ça s'est très bien passé. Fait que, mais c'est sûr que, oui, un peu de discipline. Puis surtout, c'est la comédie. Fait que des fous rires, il y en a eu. Puis c'est sûr que des fois, il faut que je m'en empêche, mais j'en ai eu pareil que je ne pouvais pas m'en passer. Andrea Pernichkova, Daniel Potvin, vous jouez des policiers, vous êtes même le commandant de la brigade. Est-ce qu'il a fallu s'adapter à une vision française ou Ecclésiaste avait bien cerné le monde québécois? Bien, il avait bien cerné et il voulait vraiment que je joue à ma façon. Donc, j'avais carte blanche. Avec Ecclésiaste et Jason, ça coulait facilement. Par rapport au scénario ou par rapport au film? Les deux. Est-ce qu'il est arrivé avec une vision? Je pense peut-être Andrea, il est arrivé avec une vision et vous êtes dit non, mais ça se passe pas du tout comme ça chez nous? Ou est-ce que les comédiens ont eu aussi leur mot à dire? C'était bien monté. Ouais, c'était bien écrit. Dès que j'ai lu le scénario à Ecclésiaste, c'est sûr qu'il y a des trucs que j'ai suggérés parce que France et Québec, il y a une petite différence au niveau du langage. Fait qu'on l'a adapté pour être capable d'être un petit peu universel des deux. Mais, plus international. Oui, c'est ça, international. On voit dans la bande-annonce que c'est surtout vous qui avez le rôle du comique, mais Andrea, vous avez pu aussi mettre une petite touche d'humour pour mettre l'humour québécois en avant. Oui, j'ai beaucoup aimé l'expérience. Au début, j'avais un rôle totalement de serveuse et après, Jason et Ecclésias ont dit « Ah, peut-être que tu pourrais jouer le rôle de policière » et j'ai dit oui tout de suite. J'ai eu beaucoup de moments de fou rire et c'était vraiment amusant, quoi. C'est une belle expérience aussi de jouer le rôle d'une policière. Et je peux-tu rajouter un petit quelque chose? Quand ma mère m'a vu faire justement le tournage, elle m'a dit « Quand tu étais petite, tu rêvais d'être policière. » Je disais « Ah ouais! » La boucle était bouclée. Ouais, voilà. Grâce au film. Ecclésiaste, vous avez dû faire beaucoup de recherches ou c'est un monde que vous connaissiez déjà? Vous aviez déjà des envies d'ailleurs À vrai dire, c'est mon deuxième film indépendant, je tiens à préciser. Donc ça a été
à vrai dire, il y a eu 1 an de recherche, de casting. Ça m'a pris, à vrai dire, 1 an, le temps d'observation, parce que le tournage a débuté en 2015 officiellement, en juin 2015. Mais entre juin 2014 et juin 2015, ça a été 1 an de recherche. 1 an de recherche de comédiens, d'acteurs. Donc il y a 200 participants. Et 200 participants, à 95%, ce sont moi qui les a contactés. Vous êtes allé les chercher. Et puis après, parfois, grâce au bouche à oreille, j'ai voulu vraiment les acteurs crédibles dans leur rôle. Le policier, pour Daniel Potvin, j'ai voulu que, quand j'ai vu, sans l'avoir vu physiquement, lorsque j'ai vu ces photos, je les parle au téléphone. Je me suis dit, il ferait un bon commandant. Il n'y aura que lui pour Je saurai. J'ai vu, il ferait un bon commandant. Et c'est comme ça. Ça s'est bien passé. Et ça s'est fait de la façon suivante. Alors le film va être projeté sur le territoire français le 7 juin prochain. Mais il a déjà été projeté en novembre 2017 au Canada. Quelles ont été les réactions ? En fait, sur notre page Facebook, justement, il va y avoir une vidéo qui va être diffusée au courant ecclésial, je ne sais pas quand est-ce, là, mais... Oui, ça va être publié. En gros, le film a eu un bel accueil par le public québécois à Montréal ainsi qu'à Québec, la capitale provinciale de la province du Québec. Il a été très bien accueilli. Les spectateurs ont même été jusqu'à nous dire on attend le deuxième. Nous, ce qu'on peut répondre actuellement aujourd'hui, c'est que actuellement on n'est pas encore au deuxième, mais c'est sûr que beaucoup le demandent, mais on n'est pas encore arrivé à là. Mais on promet que si nous avons cette fois-ci les moyens, des grosses maisons de production franco-québécoises, en tout cas, nous serons ouverts à, pourquoi pas, un deuxième volume. On ne sait pas pour l'instant, mais en tout cas... du Québec va venir en France pour aider... Mais pour ceux qui veulent vraiment voir la réaction des gens sur notre page Facebook, comme je disais, on a une vidéo où c'est un peu... C'est le mieux de voir directement en image. On a une petite vidéo qui dure peut-être 45 secondes, 1 minute, où on voit les réactions du monde en sortant de la salle. C'est bien, là, c'est vrai ce qu'il dit. Puis je peux pas dire on peut pas dire plus. C'est ça. Et le mieux aussi, c'est peut-être d'aller voir le film. Exactement. Absolument. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut le voir ? Est-ce que le 7 juin, les gens peuvent se déplacer ? Absolument. J'invite tous mes amis, connaissances, mais je pourrais dire... Même si ce n'est pas le terme approprié, compatriotes yvelinois, des Yvelines, des 4 coins des Yvelines, à venir très nombreux, à venir me soutenir en tant qu'Yvelinois. J'ai grandi au Muro, donc au Muro on me connaît en tant que chasseur de stars, en tant que diverses choses. Mais en tout cas, qu'ils viennent me soutenir et soutenir toute l'équipe. Mes amis. On est comme une famille à présent qui viennent nous soutenir et ça sera grandiose. Je promets des grosses surprises. Ça va être une grande première, pas comme les autres. Et donc pour toutes les infos pour la première, c'est le vendredi 7 juin. C'est à Paris, au studio des Ursulines et c'est pour Welcome to Montréal. Merci à tous les 4 d'être venus. Merci beaucoup. On termine avec le cinéma et on parle maintenant de la radio. Le Théâtre Montansier a changé de visage le temps d'un après-midi. Franck Ferrand était présent pour un enregistrement le dimanche 2 juin. L'écrivain et journaliste s'intéresse à Versailles dans 5 émissions pour Radio Classique. Véronique Iturbide et Patrick Jacques de Dixmude l'ont rencontré. Franck Ferrand raconte sur Radio Classique depuis le Théâtre Montansier à Versailles. Franck Ferrand raconte la grande histoire de Versailles, celle de la ville. Pour Radio Classique, le journaliste a enregistré 5 émissions entièrement dédiées à la cité royale, une première sur cette antenne. Nous allons commencer par un sujet, j'allais dire d'actualité, en tout cas de résonance mémorielle, puisqu'il s'agit de la paix de 1919, vous savez, ce traité de Versailles, le fameux traité de Versailles. Donc on va raconter les circonstances de la signature de ce traité, et puis ensuite ce sera le grand déroulement de l'histoire versaillaise. De la création de la ville par Louis XIV au grand nom de l'histoire inspiré par la cité, Franck Ferrand retrace un Versailles qui le passionne. Le journaliste y a vécu 3 ans. En l'an 2000, je commençais à envisager d'écrire sur Versailles. Il y avait énormément de choses que j'avais à dire, que j'avais accumulées depuis des années et des années. J'avais une documentation phénoménale. J'étais devenu l'ami des conservateurs du château. J'avais beaucoup d'ouverture dans certains fonds d'archives. Bref, il fallait que j'écrive. Oui. Et je me suis dit que le mieux, ce serait de le faire ici même. Pour écouter les émissions, il faudra patienter encore quelques jours. Première diffusion le 10 juin à 9h et 14h sur Radio Classique. Ne va surtout pas répéter ça.
Au Centre de musique baroque de Versailles, on peut chanter dès l'âge de 4 ans en entrant au jardin musical. Ce sont les premières classes de la maîtrise. Une séance d'activité est prévue chaque semaine, le mercredi, par petits groupes de 15 enfants. Les dossiers de candidature peuvent être déposés jusqu'à la fin du mois de juin. 2 séances de rencontres et d'essais seront organisées au mois de septembre. Quelques précisions de Denise Krobala, l'administrateur de la maîtrise, avant d'écouter un court extrait d'une répétition. Petit à petit, ils vont découvrir le champ immense de la musique à travers toute une série de petits jeux dans lesquels à la fois la chanson, le rythme, les jeux corporels vont être très mis en avant. Donc pour les enfants, c'est très agréable parce que c'est très ludique. Et à travers tout cela, en fait, insensiblement, au cours de cette année, de cette deuxième année ensuite, eh bien, ils vont acquérir, d'une part, le plaisir de la musique, puisque c'est avant tout le but, mais aussi un certain nombre de notions, la mélodie, la reconnaissance des timbres, les rythmes, etc. Je vous propose maintenant de remonter le temps, direction l'année 1900. Le château de Breteuil est la propriété de Henri de Breteuil, le 8e marquis de la famille. C'est une période marquante pour l'histoire du château. Bonjour Christophe Loret. Bonjour. Alors vous êtes scénographe en charge notamment de cette journée. Déjà, pourquoi une 3e édition, choisir 1900 ? Alors, parce que ça devient un rendez-vous. Les 2 premières éditions ont eu beaucoup de succès. Et nous nous sommes dit que la période aussi était passionnante. C'est une sorte d'âge d'or pour le château de Breteuil. Alors, pourquoi pas prolonger et développer d'autres thématiques pour cette 3e édition. Une période d'âge d'or liée à l'histoire, notamment autour du marquis, ou aussi liée à la société, le confort moderne qui évolue ? Un petit peu les deux, je pense que tout est lié profondément. C'est un contexte vraiment de grande effervescence. 1900, Paris est la capitale du monde, il y a l'exposition universelle, des grandes innovations techniques, la mode, et il y a un grand dynamisme. Et justement, à Breteuil, on trouve aussi cette effervescence. Alors, la famille de Breteuil vivait entre Paris et Breteuil. Et justement, dans ces années, dans ce début de XXe siècle, de grands travaux sont entrepris. On apporte le confort moderne, l'électricité, l'eau courante, les jardins sont complètement revus. Donc, il y a vraiment une période de vie où on reçoit. C'est un âge d'or, effectivement. C'est preuve que 3 ans après, il y a toujours autant de choses à montrer, à faire découvrir. Ah oui, on continue de développer les thématiques. Et là, particulièrement, on va axer cette 3e édition sur les arts de vivre et puis les loisirs également. Alors pourquoi c'est différent de notre époque ou au contraire c'est pour montrer que 1900 ils étaient déjà bien avancés, on est toujours dans cette dynamique? Effectivement, on peut faire le lien avec notre époque et se rendre compte que ce 20e siècle, ce début de 20e siècle, il y a donc 119 ans, n'est pas si lointain de notre époque. En tout cas, on peut avoir un certain confort aujourd'hui, mais finalement, et quand on s'attarde un petit peu sur l'histoire de l'Antiquité jusqu'à nos jours, finalement, les hommes ont les mêmes aspirations, les mêmes craintes, les mêmes peurs, les mêmes désirs, les mêmes douleurs. Donc il y a quelque chose finalement d'intemporel, et de faire de l'histoire vivante, c'est aussi une façon de faire résonner les époques entre elles avec la nôtre. De l'histoire vivante qui va être faite par des animateurs, entre guillemets, c'est ceux qui vont animer cette journée. Ce sont des professionnels ou des amateurs avisés? Alors il y a les deux. Il va y avoir une véritable médiation culturelle, et là donc l'équipe du Château de Breteuil est très mobilisée. Donc vous avez des guides, conférenciers qui véritablement vont sortir un petit peu de leur rôle habituel pour incarner des personnages et animer des ateliers. Il y aura des comédiens, et aussi, et là c'est une part très importante de la journée, nous avons des figurants, des reconstitueurs qui sont des passionnés de costumes et qui adorent justement se plonger dans une période précise, réaliser leur tenue et la faire vivre justement en incarnant le temps d'une journée en situation un personnage.
Vous parlez des costumes, justement, que certains les ont fait eux-mêmes. Qu'est-ce qu'étaient les codes de l'époque? Comment est-ce qu'on peut être sûr que c'est une tenue qui représente bien 1900? Alors, il y a une grande variété, mais il y a surtout des grands classiques. C'est-à-dire que pour les hommes, il y a une tenue qui est constituée d'un costume 3 pièces. Donc là, bon, c'est quelque chose d'assez courant. Vous avez une chemise, un gilet, un pantalon, vous pouvez rajouter la veste. En fait, on va porter une tenue en fonction du moment de la journée. Et c'est la même chose pour les femmes. Il y a des tenues de jour, des tenues de soirée. Il faut dire qu'en 1900, quand même, les femmes portent toujours des corsets, donc la notion de confort est assez aléatoire, exactement. Mais nous avons de grands couturiers comme Paul Poiret qui ont une nouvelle conception du corps de la femme et qui vont justement petit à petit essayer d'alléger les silhouettes, d'apporter une certaine sensualité, une certaine féminité. Vous avez parlé de Paul Poiret, mais aussi, voilà, ce qui se passe dans ces journées, c'est qu'on met en avant des personnages illustres. Alors, il y a les personnages du château, ceux qui y sont passés, et il y aura aussi une certaine Gabrielle Chanel. Oui. Pas liée au château, mais liée à l'époque. Tout à fait. Alors, on fait, avec les reconstitueurs, nous avons la volonté de mettre en scène la famille, leurs amis, et puis aussi des personnages de l'époque, du contexte. Donc, Gabrielle Chanel, comme on va avoir une animation théâtrale autour de la mode, notamment animée par Paul Poiret, par la comédienne Réjeanne, on s'était dit que le clin d'œil pouvait être tout à fait intéressant, puisqu'en 1900, Gabrielle Chanel a autour de 18-19 ans, elle sort du couvent. C'est pas encore Coco, j'imagine. Non, ça n'est pas encore Coco, mais on est au balbutiement. Elle a quand même des vraies prédispositions pour la couture, et donc c'est très intéressant de rencontrer un personnage à l'aube d'une immense carrière. Alors, ces personnages illustres, il y a aussi des instants musicaux. Un trio, le piano trotteur. Oui, nous avons du théâtre, de la musique cette année. On est ravis de les accueillir. C'est un trio qui est très très talentueux. Ce sont trois jeunes personnes. Il y a deux pianistes et une pianiste. Et la particularité, c'est qu'ils jouent des morceaux d'époque. Donc là, on entendra des airs de Debussy, de Gabriel Fauré, de Camille Saint-Saëns. Qu'on connaît tous. Qu'on connaît, effectivement. Oui, ça reste des airs quand même accessibles et qui restent dans une mémoire collective. Et surtout, ce sont des personnes qui poussent le vice jusqu'à restaurer les instruments d'époque. Et donc, quand on se dit, justement, un piano, c'est assez intransportable, assez contraignant, eux ont réussi ce pari fou d'avoir justement ces instruments qui peuvent être déplacés, et donc il peut y avoir plusieurs spots tout au long de la journée. Enfin, c'est un travail formidable. Ils aiment à la fois leurs instruments, ils les restaurent, et puis ils les jouent et avec beaucoup de talent. Alors la particularité de ces journées-là, c'est qu'en plus tout le château est mis à contribution. On ne va rien rater en plus de l'histoire peut-être presque architecturale du site. C'est vrai, et je tiens à préciser vraiment qu'il fasse beau ou qu'il pleuve, toutes les activités seront maintenues, enfin dans quasiment l'intégralité. Peut-être que les courses de sacs en toile de jute ne pourront pas se faire. S'il pleut comme il a plu, il y a exactement, ça peut être compliqué. Mais dans le château, dans les cuisines, dans les dépendances, dans l'orangerie, donc là, les activités seront vraiment réparties sur la totalité du domaine, et il y a vraiment de quoi contenter petits et grands. On a parlé des costumes de ceux qui animent, mais il y aura peut-être des passionnés dans le public. Est-ce que eux aussi peuvent venir costumer ? Et oui, là justement, nous souhaitons avec le Marquis de Breteuil ouvrir cet événement à un large public. C'est vraiment cette volonté de créer un événement convivial, accessible, et c'est aussi une des qualités de cette période 1900 finalement. Avec quelques accessoires, on arrive à être dans l'ambiance. Donc là, pour l'occasion, les personnes qui viendront costumer bénéficieront d'un tarif réduit. Donc c'est une manière aussi de participer à la journée, et il y aura, pour valoriser toutes ces personnes, un défilé à 16h. Alors, s'il fait beau, autour du miroir d'eau, sinon nous irons dans l'orangerie qui vient tout juste d'être refaite. Un beau programme. Ah oui, un beau programme et de belles activités. Rejoignez-nous. Merci Christophe Leray, je l'aurais pas mieux dit. Alors, pour rappel, le château de Breteuil reçoit ses hôtes de l'année 1900 le dimanche 9 juin aux horaires d'ouverture du site. Depuis plus de 20 ans, la ville d'Andrézy célèbre l'art et la nature. La 22e édition de Sculpture en île a débuté le 17 mai. Jusqu'au mois de septembre, vous pourrez découvrir les nombreuses œuvres sur les 4 lieux de l'exposition. Marilène Gapichino et Nicolas Dandry.
Artistes nationaux et internationaux se retrouvent à Andrézy depuis 22 ans. Ils célèbrent la nature à travers leurs œuvres originales. Chaque année, nous essayons d'amener de nouveaux artistes, de nouvelles visions, de nouvelles perspectives, mais en même temps, on est toujours dans cette continuité de célébrer ce rapport à la nature. La maison du Moussel se voit reliée au Sophora japonais voisin. À eux deux, ils forment une seule et même œuvre dans laquelle s'expriment les souvenirs des habitants. Les arbres engrangent la mémoire du monde. Il a gardé dans sa mémoire tous les souvenirs de larmes de joie et de larmes de chagrin des habitants d'Andrézy. Donc nous sommes allés enquêter dans les rues, un peu au hasard, en haut d'Andrézy, en bas d'Andrézy. Une installation esthétique mais aussi sonore, à l'extérieur et à l'intérieur de la maison. Ils ont créé ces perles avec ces mots d'andrésiens. Je trouve que c'est vraiment plein d'émotions. Moi, j'ai été vraiment scotché, je reconnais, par cette œuvre. Plus loin, les sculptures d'une artiste suisse laissent le soleil les mettre en mouvement. Et j'essaie de transmettre, en plus de la nature, aussi un certain optimisme, parce que les couleurs pures, c'est quand même, ça donne de la force dynamique. Un optimisme transmis au maire d'Andrézy qui inaugurait sa dernière édition. Il espère que son successeur fera perdurer cette poésie encore longtemps. C'est la fin de ce 7-8 Culture. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve mardi prochain pour un nouveau numéro.